je ne suis pas certain qu'il y ait une nouvelle sociologie. La sociologie n'est pas exactement comme la mode. Il n'y a pas l'ancienne et la nouvelle sociologie. Je crois que ce qui a changé, c'est au fond la position de la sociologie dans la vie sociale et qui est liée plus aux transformations de la société qu'aux transformations de la sociologie elle-même. Pendant très longtemps, la sociologie a été très attachée, très associée à La sociologie a été très associée à une théorie générale de la vie sociale qui visait à, au fond, construire l'idée de société. Voilà. Il fallait que les sociologues fabriquent l'idée d'une société. C'était donc les théories fonctionnalistes, marxistes, qui ont dominé pendant très longtemps la sociologie. Aujourd'hui, on a plutôt le sentiment que la vie sociale se disperse, se transforme, se délite. Par exemple, les cultures nationales sont de plus en plus mélangées avec des cultures internationales. Par exemple, les économies nationales sont complètement avalées par des économies internationales. La capacité politique des États diminue. Et donc la sociologie se concentre sur des objets plus particuliers, plus limités, et en particulier, elle se concentre beaucoup plus sur les acteurs qu'elle ne le faisait autrefois, c'est-à-dire qu'elle se pose plus la question, mais comment font les individus pour vivre, au fond, dans cette espèce de désordre qu'on appelle la société. Alors je crois que le rôle des sociologues, il est assez simple, c'est de dire le plus objectivement possible comment se déploie la vie sociale. C'est s'efforcer de faire des photos vraisemblables de la vie sociale, de manière à ce que l'idéologie ne recouvre pas complètement la vie sociale. Je vais prendre un exemple extrêmement simple qui va vous éclairer. Il est bon qu'on sache exactement quel est le taux d'inflation dans un pays. Et qu'il n'y ait pas le taux d'inflation du gouvernement, le taux d'inflation de l'opposition, le taux d'inflation des syndicats, etc. Parce que c'est bon pour la démocratie que l'on sache de quoi on parle. Quelle est un peu la nature de la réalité. Alors, c'est moins ambitieux que ne l'était le projet marxiste, c'est moins ambitieux que ne l'était le projet de Durkheim, mais c'est ça aujourd'hui la fonction de la sociologie, de la nouvelle sociologie. Mais les sociologies, il y en a beaucoup de nouvelles, il y a beaucoup de théories qui apparaissent tous les jours, mais qui sont des théories relativement limitées de certains domaines de la vie sociale. Mais le problème, c'est que on a longtemps vécu dans l'idée, et moi le premier, les Européens beaucoup, que de fond la société était un système avec des gros acteurs. Il y avait la société et puis le mouvement ouvrier, la bourgeoisie, des classes sociales, des gros acteurs. Bon. Depuis, et ça ne date pas de la crise, depuis une trentaine, voire une quarantaine d'années, on s'aperçoit que ces gros acteurs se sont émiettés, se sont affaiblis. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acteurs sociaux. Au contraire, je crois qu'il y a une multitude d'acteurs sociaux. Mais ce qui a disparu, c'est l'idée qu'il y a un acteur central. Alors les acteurs qui apparaissent aujourd'hui en Europe, on le voit bien, c'est des segments de la jeunesse, les étudiants et les jeunes marginalisés qui font des émeutes dans les quartiers. Il y a des sensibilités écologiques. Les femmes sont devenues des acteurs pour défendre leurs intérêts, en tout cas leur libération. Les minorités culturelles sont des acteurs. Donc on est devant une scène sociale dans laquelle il y avait au fond deux gros acteurs ou trois gros acteurs qui tenaient le devant de la scène. Et puis aujourd'hui, il y a un monde fou sur la scène sociale
Ce qui pose d'ailleurs un problème très, très important aux politiques, c'est que pendant longtemps, les politiques avaient le sentiment qu'ils étaient l'expression d'un acteur social. Au fond, la gauche, c'est l'expression du mouvement ouvrier, la droite, c'est l'expression d'une bourgeoisie. Aujourd'hui, les acteurs politiques ont beaucoup de mal à savoir ce qu'ils représentent. Donc, ils font des programmes avec un peu d'écologie, un peu pour les femmes, un peu pour les jeunes, un peu pour les personnes âgées, un peu pour les minorités, parce que la société est envahie par une foule d'acteurs, mais dont aucun n'est l'acteur dominant. Voilà. Alors, évidemment, on est toujours tenté de voir que c'est nouveau, que c'est radicalement nouveau, etc. Peut-être que c'est pas si nouveau que ça. Hein. Peut-être que c'est. Si je compare ma jeunesse, c'est-à-dire dans les années 60 en France, à la jeunesse de mes étudiants, ce sont des gens qui sont considérablement plus jeunes que moi. Je pense qu'en 40 ans, en France, mais partout dans le monde développé et riche, il y a eu un véritable renversement. Ça s'est renversé. Dans les années 60, les jeunes n'avaient quasiment aucune angoisse relative à leur intégration économique dans la société. Je veux dire, les diplômes étaient immédiatement utiles, et si vous n'aviez pas de diplôme, de toute façon, il y avait des emplois. Donc, les jeunes avaient l'impression qu'il y avait une place qui les attendait dans la société. En revanche, ces jeunes des années 60 avaient le sentiment que la société était vieille, culturellement qu'elle était vieille, qu'elle était religieuse, conservatrice, oppressive, qu'elle refusait la jeunesse, la sexualité, la liberté. Et donc c'était une jeunesse qui a fait, au fond, Woodstock, mai 68. C'est une jeunesse qui est sûre de rentrer dans la société économiquement et qui critique la culture trop vieille de cette société. Aujourd'hui, si vous prenez la situation des jeunes, elle est complètement opposée. D'un côté, ils ont le sentiment tragique qu'il n'y a pas de place pour eux. Et quelquefois, on a des statistiques incroyables dans des pays riches. On peut prendre le cas de l'Italie, dans un pays quand même très riche comme l'Italie. Il y a un taux de chômage de plus de 36% des gens de moins de 30 ans. Donc vous vous rendez compte, 1 sur 3 n'a pas de travail. Et ceux qui ont un travail, je ne suis pas sûr que ça soit un vrai travail. Donc c'est des chiffres qui rappellent le Pérou. Enfin, d'une certaine façon, c'est des chiffres qu'on n'imaginait pas en Europe. Et en même temps, cette jeunesse, elle bénéficie d'une très grande liberté culturelle. C'est-à-dire qu'ils consomment des biens culturels à un niveau élevé, ils ont acquis une certaine liberté personnelle, sexuelle, etc. Donc ils sont beaucoup plus libres que la jeunesse d'il y a 40 ans, mais en revanche, ils sont complètement exclus économiquement. Et donc, la contradiction, si vous voulez, de la situation des jeunes s'est renversée. Autrefois, c'était ouverture économique, fermeture culturelle. Aujourd'hui, c'est ouverture culturelle, fermeture économique. Alors ça se manifeste dans les pays d'Europe de deux manières très contrastées. La première, c'est chez la jeunesse des catégories populaires peu scolarisées, un sentiment de colère, de rage, d'exclusion, avec une élévation de la marginalité, de la déviance, etc. Et dans les classes moyennes, par une sorte d'angoisse du déclassement. C'est-à-dire, on fait des études, on fait des études, on fait des études, mais comme on est de plus en plus nombreux à faire des études, on prend un ascenseur qui ne monte pas. Je ne sais pas si l'image, vous la comprenez. Plus nous sommes nombreux à aller à l'université, eh bien, moins l'université est rentable, par définition. Donc, je crois qu'on est là devant un vrai problème extrêmement dramatique, parce que d'une part, on voit des gens qui ont une grande difficulté d'accéder à l'emploi.
Deuxièmement, ce sont des gens qui ne payent pas de cotisations sociales et qui auront beaucoup de mal à financer leur propre retraite, puisqu'ils n'entrent pas dans la vie active. C'est aussi des risques politiques, parce que ça crée des gens très frustrés, très malheureux, d'une certaine façon. Donc je pense que la question de l'emploi et de l'emploi des jeunes est une question qui commande véritablement la plupart des politiques. Jusqu'en 2008, les pays riches stabilisaient à peu près le système. Depuis 2008, on est menacé par des risques oui, d'appauvrissement. Et les jeunes, en France en tout cas, se sont appauvris. C'est une catégorie qui s'est appauvrie. Les jeunes sont de plus en plus pauvres par rapport aux autres. Il faut dire deux choses. D'abord, mieux vaut toujours être qualifié que de ne pas être qualifié. Bien. Ça, c'est quand même la chose fondamentale. Même si, évidemment, la valeur de la qualification scolaire faiblit à cause du chômage. Bon. Mais fondamentalement, l'école joue un rôle absolument essentiel. Ce qui est le grand danger, c'est si on se trouve dans des situations où l'école continue à avaler, à intégrer de plus en plus d'élèves, pendant que le marché du travail n'intègre plus. Alors ça a un effet, ça a plusieurs effets. Le premier, c'est la déception. Je fais des études, ça ne sert à rien. Le second, c'est que je suis trop qualifié pour occuper les emplois qu'il y a, et donc c'est très difficile d'occuper des emplois sous-qualifiés quand on est très qualifié. Et puis, la troisième chose qui peut jouer un rôle essentiel, c'est que d'une certaine façon, la confiance dans l'éducation baisse. Et ça peut, je dirais, dégrader le climat scolaire. Aujourd'hui, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'école, beaucoup de jeunes qui sont des jeunes, entre guillemets, normaux, qui ne sont pas des classes populaires misérables, vous disent, mais à quoi ça sert d'aller à l'école? À quoi ça me sert de me rendre à l'école? Donc, la question, les politiques scolaires sont des politiques essentielles, j'en suis convaincu. Ce qu'il faut combattre, c'est l'idée que les politiques scolaires seront des politiques d'emploi. Il faut raisonner fondamentalement sur les individus qui vont à l'école, etc., et sur les places que leur donne le système économique. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de place, ou il n'y a plus assez de place. Donc, l'école est dans un piège. Voilà. Mais je n'en déduis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Je dis simplement, faisons très attention, on ne pourra pas éternellement continuer à scolariser longtemps toute une jeunesse en lui disant à la fin de sa scolarité, on est désolé, mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail pour vous. On pense aux États-Unis, par exemple, qu'il y a une bulle financière qui se prépare avec les prêts aux étudiants. Vous connaissez le système aux États-Unis, pour financer vos études, vous faites un prêt, vous empruntez de l'argent. Bon. C'est un système assez équitable parce que si vous gagnez bien votre vie à la fin de vos études, en quelques années, vous avez remboursé le prix de vos études et ma foi, c'est un système qui peut marcher. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chômage des jeunes aux États-Unis. Les gens ne peuvent plus rembourser leurs prêts et on se retrouve dans un risque de bulle financière un peu identique à celui qu'il y avait eu en 2008 sur les bulles foncières de gens qui empruntaient pour acheter une maison puis qui ne pouvaient plus rembourser. Il y a donc des risques économiques et sociaux extrêmement forts. La tragédie actuelle, c'est le chômage des jeunes. Mais ce qui est un risque, c'est qu'il se recrée aujourd'hui ce qu'on appelait au XIXe siècle des classes dangereuses, des underclasses. Ce qui est assez connu en Amérique latine. Quand vous prenez la structure en Amérique latine, vous avez les riches, les classes moyennes populaires, la classe ouvrière, et puis ce qu'on appelait, quand j'étais jeune, le secteur informel.
C'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans la société, qui sont out. On peut voir se dessiner des choses comme ça dans les sociétés du Nord. C'est-à-dire que vous avez des ghettos, des secteurs ruinés, des régions qui sont complètement désindustrialisées, et des gens qui ne se définissent pas par le fait qu'ils sont en haut ou en bas, mais par le fait qu'ils sont dehors. Et c'est ça qui est, bien sûr, l'angoisse majeure que nous pouvons avoir. Parce que tant que les gens se définissent, les acteurs se définissent par le fait qu'ils sont en haut et en bas, ils ont quelque chose de commun. Je veux dire, le patron et l'ouvrier ont quelque chose de commun. Ils ont l'usine en commun. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ils peuvent d'ailleurs s'affronter. Mais quand vous êtes dans la population, la villa miseria, le ghetto, etc., vous n'avez plus rien de commun. Et ça devient quasiment un problème de police. Il n'y a plus que la police qui gère la frontière entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. On peut, là-dessus, être très inquiet. Alors, évidemment, la qualité, comment dirais-je, la capacité de mobilisation des personnes est très variable. Quand vous êtes dedans, vous avez des ressources, de l'énergie, vous prenez en charge, et quand vous êtes dehors, vous n'avez plus vraiment de capacité de vous prendre en charge, ou alors vous vous prenez en charge dans des économies informelles, dans des économies illégales, etc. etc. Donc, si vous, pour dire les choses, quand j'étais étudiant, l'Amérique latine pensait que son avenir, c'était d'être l'Europe. On disait, on progresse, on progresse, on progresse, et on va un jour être comme la France, l'Allemagne ou l'Angleterre. Bon. On aura, nous aussi, une classe moyenne, nous aussi, une classe ouvrière, nous aussi, etc. Aujourd'hui, ça s'est renversé. C'est l'Europe qui dit, notre avenir, c'est peut-être de devenir l'Amérique latine. C'est-à-dire une société relativement active, efficace, etc., mais avec une part d'exclusion sociale, de marginalité relativement très très élevée. Oui, c'est des choses assez nouvelles parce que jusque-là, il y avait du haut et du bas. Quartier, barrio alto, barrio bajo, quartier riche, quartier pauvre, patron, ouvrier, bourgeois, prolétaire, c'était du haut et du bas. Aujourd'hui, vous avez du dedans et du dehors. C'est-à-dire, soit vous êtes dans la société, vous êtes dans la classe moyenne, vous consommez, vous faites des études, vous vivez dans une certaine sécurité, soit vous passez la frontière, qui est une frontière urbaine, en général, et de l'autre côté de la rue, ben, vous êtes dans un monde où il y a du chômage, où il y a de la pauvreté, où il y a un peu de délinquance, où la composition culturelle de la population est complètement différente, voire la couleur de peau de la population est complètement différente. Et donc là, vous avez l'image du ghetto. Alors, ce n'est pas des vrais ghettos, mais c'est quand même l'image du ghetto. Un peu comme quand vous êtes à Rio de Janeiro, qui est une ville extraordinaire de ce point de vue-là. Vous êtes à Copacabana, c'est un quartier riche, mais de l'autre côté de la rue, c'est la favela, et c'est un tout autre monde d'ailleurs, dans lequel vous n'allez pas. C'est ça la logique du ghetto, c'est que ce n'est pas simplement des gens plus pauvres, c'est des gens qui sont de l'autre côté de la frontière sociale. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc, ça, c'est des choses qui se développent beaucoup en Europe, d'une manière moins brutale, évidemment, qu'à Sao Paulo, mais ça se développe beaucoup parce qu'il y a des clivages très forts en termes de culture, de couleur, d'immigration, etc., donc des émeutes. Et d'une certaine manière, une partie de l'Europe commence à avoir une petite allure américaine. Hein, voilà. Alors que le charme de ce vieux continent, c'était qu'il était inégalitaire, mais intégré.
Voilà. Oui, non, il y a toujours un racisme, au fond, on a envie de dire, bête et méchant. C'est-à-dire, j'aime pas les Noirs, j'aime pas les Arabes, j'aime pas ces gens qui sont pas comme moi. Bon. Mais quand on étudie ça de plus près, c'est plus compliqué. Parce que je dirais, ça ne ressemble plus tellement au vieux racisme du sud des États-Unis. Hein. C'est plutôt un racisme qui mélange des thèmes de race et des thèmes de position sociale. Par exemple, je ne suis, on ne va pas être très hostile à l'égard des vieux immigrés qui travaillent, qui sont discrets, qu'on ne voit pas, etc. Et très hostiles à leurs enfants qui sont visibles, agressifs, enfin, que l'on voit agressifs, etc. Alors qu'en fait, ils sont moins différents culturellement que leurs parents. Donc le racisme mélange des thèmes culturels, le vieux racisme si on veut, et des thèmes sociaux. Et quand vous montez dans la société, d'une certaine manière, le racisme diminue. Enfin, il y en a toujours, mais il diminue parce que quand vous êtes bien scolarisé, bien qualifié professionnellement, il y a du racisme. Mais c'est plus un racisme qui vous exclut très, très violemment. Donc les inégalités sociales accentuent considérablement les préjugés racistes. Voilà. Je ne sais pas, je ne suis pas du tout un expert. Je veux fortement que l'Europe s'en sorte. Je veux que l'Europe surmonte la crise parce que je crois qu'aucun des pays européens ne sera capable de résister seul à la crise. C'est-à-dire que tous les pays européens seront à terme dans la situation de la Grèce et s'effondreront économiquement. Donc je suis, personnellement, mais comme citoyen, je suis pour l'Europe. Il me semble que la crise de 2008 a créé dans l'opinion publique un double phénomène. Pour beaucoup d'Européens, notamment les catégories les plus élevées, les plus cosmopolites, les plus informées, les plus cultivés, les plus riches aussi, etc., il s'est créé l'idée qu'il fallait absolument construire une unité politique en Europe, que c'était la seule manière de se sauver, que l'Europe allait nous sauver. Bon. Et puis pour les catégories plus fragiles, il y a au contraire un retour du nationalisme. C'est-à-dire que dans tous les pays d'Europe, il y a une grande partie de l'opinion publique qui rêve, mais pour moi c'est une chimère, c'est pas un projet, qui rêve de revenir dans l'espace national, de retrouver la monnaie nationale, de fermer les frontières, de s'enfermer. Alors souvent, c'est des pensées d'extrême droite, c'est souvent des mouvements d'extrême droite, racistes, etc. Parfois, c'est des mouvements d'extrême gauche. Et donc, l'opinion publique est cassée par cette question européenne, alors que, j'ai envie de dire, pendant les années de croissance, l'Europe n'intéressait personne parce qu'elle fonctionnait toute seule. Voilà. Et c'était même plutôt agréable de ne plus avoir besoin de passeport, de se déplacer, c'était très bien. Donc il y a vraiment une situation aujourd'hui avec, je dirais, des élites économiques, sociales très favorables à l'Europe et des segments de population qui souffrent de la crise, qui rêvent de sortir de l'Europe, de retrouver la France éternelle, l'Allemagne éternelle, mais je ne vois pas ce que ça veut dire. Voilà. On n'en est pas là, mais il y a beaucoup de jeunes qualifiés en France. Moi, j'ai beaucoup de mes étudiants qui font leur carrière au Canada et qui sont partis. Ils sont partis parce qu'ils sentent, parce qu'ils disent, au fond, ce monde est plus ouvert que le nôtre. Donc il y a des logiques, mais c'est des élites qui s'en vont, ce n'est pas les catégories populaires. Hein. Il y a beaucoup de jeunes de l'élite qui commencent à partir.
Je peux donner un exemple. Il y a plusieurs milliers d'étudiants français à Montréal. Alors Montréal au Québec, c'est un paradis pour les Français, puisque c'est l'Amérique, mais on parle français. Donc c'est vraiment le bonheur absolu, si vous voulez. Et il y a des milliers d'étudiants français, et une grande partie d'entre eux, et moi j'ai des étudiants à moi qui ne rentrent pas, qui cherchent du travail là-bas parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a plus d'opportunités. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez grave. Et pour un pays, en plus, former des étudiants jusqu'à l'âge de 28 ans, donc ça coûte très cher. Pour qu'ensuite ils aillent travailler ailleurs, c'est quand même dangereux. Enfin, je veux dire, c'est un mécanisme très inquiétant. Donc il y a ça, mais en même temps, les jeunes en général, notamment les jeunes étudiants, je dirais, sont devenus européens. Ils font leurs études en circulant entre l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne. Il y a de plus en plus de mariages internes à l'Europe. Donc, comment dirais-je, l'Europe se fait. Voilà, elle se fait socialement. Mais comme il y a cette crise, beaucoup de gens veulent revenir, veulent se replier, veulent ce qu'on appelle des populismes. Mais le mot populisme en Europe n'a pas la même signification qu'en Amérique latine. Hein. C'est une signification en Europe assez négative, le populisme, qui veut dire c'est le repli sur le peuple, la fermeture nationale un peu d'extrême droite. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Et il y a un balancement actuellement.